systèmes de production que nous développons, c'est de voir comment l'aspect multidisciplinaire des équipes est ce qui a poussé vers les collaborations. Donc, concrètement, le Mexique, en collaboration avec le Canada, représente une opportunité multinationale, multitalent de collaboration pour continuer à travailler sur ces chiffres. Nous représentons 1,3 de l'exportation dans le secteur des jeux vidéo et peut-être que ce secteur est énorme. Il ne représente pas uniquement les consoles, mais aussi les interfaces mobiles. C'est un secteur qui grandit de manière exponentielle chaque année parce que nous nous sommes rendus compte que l'utilisation des jeux vidéo ne concerne pas uniquement les loisirs, mais aussi l'éducation, la recherche, le développement personnel, ce qui constitue donc des branches de développement du jeu vidéo. Ça va au-delà des loisirs et c'est de plus en plus accepté par les usagers. La croissance en général de l'industrie du software, c'est que ça représente, c'est un lien avec l'industrie créative de telle sorte que le bien culturel devient un bien numérique. Le développement de l'industrie du software, peut-être, il y a peut-être 10 ans, ne considérait pas l'industrie créative comme une industrie qui poussait vers le développement du software en tant que tendance. Ces 5 ou 10 dernières années, peut-être cela a énormément changé. Et pour le Mexique, ça a été important de commencer à considérer ces chiffres à l'intérieur de la croissance du software et plus spécifiquement de l'industrie technologique pour avoir une cartographie indiquant concrètement par rapport aux industries créatives, quelles sont les opportunités de croissance et de liaison sur des secteurs qui ont surtout été considérés des secteurs techniques jusqu'à présent. Donc, le lien qui existe entre les professions créatives et les opportunités technologiques est que maintenant, les biens culturels on veille à leur bon fonctionnement technique, mais aussi à leur fonctionnement humain. La démographie, l'infrastructure numérique, maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire? Pour l'instant, on s'est concentré à faire des mesures à partir de la mobilité sur les téléphones portables. C'est un type de mesure qui, pour l'instant, n'a pas atteint toute la portée possible dans le développement de l'industrie. Parce que même si nous occupons la position numéro 6 au monde, nous sommes en train de dire que 87 ou 88% de la population en général a accès à un téléphone mobile. Ces téléphones n'ont pas toujours un accès technologique pour pouvoir jouir des applications interactives. Donc, la première mesure, même si c'est un bien technologique qui qui existe dans tout le pays, il y a encore des possibilités de croissance énormes parce que c'est curieux, l'industrie des interactifs n'est pas une série de données condensées. Même s'il y a 31 millions d'habitants qui correspondent à entre 15 et 29 ans, on va se rendre compte ensuite que ce niveau de population regroupe des gens qui vont jusqu'à 55 ans, qui pour l'instant utilisent leur téléphone portable ou qui appartiennent à la communauté des gamers ou des joueurs vidéo. Et non seulement pour les loisirs, mais ils utilisent des jeux ou des applications dans leur téléphone qui leur permettent de jouer à partir de la gamification, ce qui est considéré comme une opportunité. Et une des choses les plus importantes, comme peut-être de cette dernière année, c'est la croissance de l'e-commerce, pas seulement à partir du facteur économique, mais ça représente même un facteur conceptuel dans l'acceptation du, du fait que le bien numérique a une valeur qui avant était difficile à accepter. Nous étions habitués à ce que les biens culturels devaient prendre une forme physique. Cependant, la croissance avec la pandémie en 2020 nous montre qu'il y a une acceptation des personnes de la citoyenneté concernant les biens culturels et les produits numériques en tant que biens culturels.
Eh bien, c'est intéressant et passionnant, Roberto. Merci pour cette perspective générale sur le secteur. À partir de ces considérations, j'aimerais que chacun de nos invités puisse nous partager depuis son expérience ce qui caractérise et quelles sont les caractéristiques du secteur au Mexique. Pour cela, nous souhaitons la bienvenue à Mariana Delgado. Bonjour Mariana, sois la bienvenue. Merci à Centro pour cette opportunité et merci également à l'ambassade du Canada. Moi, je dirige une instance qui appartient au ministère de Culture du Mexique, qui est le Centre de culture numérique, qui s'occupe de la production, la recherche, la distribution des produits euh, numériques. Nous sommes intéressés surtout par le dédoublement du numérique pour qu'il soit mieux compris comme un outil de diffusion et de consommation de la culture. Il s'agit également d'un genre, d'un média, un processus créatif. C'est une technologie, une infrastructure, une capacité de connaissance, c'est une culture de réseau, une culture numérique, qui est ce que nous vivons en ce moment d'une manière globalisée. Et il faut comprendre qu'il y a une forte valeur culturelle dans toute la production culturelle et il y a également une forte valeur économique dans toute cette production. Nous travaillons à partir de plusieurs laboratoires qui se consacrent aux jeux vidéo, à la littérature électronique, aux champs d'immersion, au design, etc. Et entre autres choses, nous faisons aussi la promotion d'un programme d'économie créative numérique, qui est un projet central, qui est un projet de cartographie des économies créatives numériques à partir de méthodologies hybrides. C'est un projet que nous avons lancé en 2018 et l'idée était de pouvoir, en tant qu'institution, de pouvoir compter sur des données dures concernant ce champ émergent, plus spécialisé, plus innovateur, qui nous permettrait de concevoir des politiques publiques plus appropriées. C'est ainsi que nous avons lancé la politique de Compass créatif. La première action que nous avons faite, c'est de regarder, analyser les répertoires des instituts de statistiques pour pouvoir mieux connaître les acteurs des champs créatifs au niveau du software et du design et aussi pour comprendre de quelle manière se développer ceci dans chacune des entités fédérées du Mexique. Au Mexique, pour l'instant, évidemment, la source principale ne nous donnait que des chiffres nationaux pour tout le Mexique. Et donc, nous avons pu identifier que un peu plus tard qu'au Mexique, en 2018, il y avait près de 100 000 entreprises qui travaillaient dans le secteur créatif, ce qui constitue 2,5 de l'emploi. Ce sont là des données importantes. Nous avons pu également nous rendre compte que même s'il y a une concentration indubitable dans la ville de Mexico et dans l'État du Mexique, nous voyons également qu'il y a d'autres pôles de développement de l'économie créative avec différentes spécialisations, par exemple, dans le sud, Puebla, le Puebla, le Guerrero, où il y a des entreprises importantes consacrées à l'artisanat, et alors que dans le nord, à Monterrey, à Nuevo León, il y a beaucoup de travail au niveau du software. Jusqu'à l'année dernière, ce secteur était très fort. Il est
puisqu'il est très résilient à l'automatisation. Et nous pouvions nous rendre compte qu'au Mexique, cette industrie se développe même de 10%. L'économie créative se développe 10%, ce qui est supérieur à la moyenne de 5% pour les autres secteurs de l'économie. Donc, ce secteur nous semble très actif. Une autre étude que nous avons faite et qui fait partie de cette plateforme nous aide à partager avec vous les tendances et certaines données un peu plus importantes de l'écosystème. Je parle là d'un rapport sur l'innovation concernant les entreprises de l'audiovisuel au Mexique. C'est un rapport fait avec la Banque interaméricaine de développement. Nous l'avons présenté, nous l'avons fait en 2018, nous l'avons présenté en 2019 et maintenant on l'élargit au niveau national à d'autres champs de l'économie créative comme les jeux vidéo, le design et la musique. Ce que nous avons pu apprécier dans cette étude, c'est que la plupart des entreprises audiovisuelles dans la ville de Mexico et à Monterrey sont des petites entreprises de 1 ou 10 employés. Il y a seulement quelques entreprises qui ont plus de 150 travailleurs. Donc, en général, ce sont des petites entreprises. Et en général, ces entreprises ont un niveau très élevé de formation. Près de 64% des travailleurs de ces entreprises ont des études universitaires et 29% des études de master, à côté d'une moyenne mexicaine où seulement 20% de la population a des études universitaires. 66% a des études spécialisées en art et 56% en plus une carrière universitaire en parallèle. Donc, c'est un personnel très formé dans les entreprises. Je parle là de l'audiovisuel, mais c'est le cas également des médias interactifs, des jeux vidéo dans une certaine mesure. Et nous pouvons également apprécier que 70% des entreprises considèrent que les travailleurs freelancers ou indépendants constituent la partie la plus importante de leur main-d'œuvre, mais aussi de leurs innovations. C'est-à-dire qu'il y a une grande capacité de production de contenu créatif dans cette main-d'œuvre indépendante. Et ils sont vraiment très importants pour des domaines tels que le design et le développement de software. Donc, en gros, nous voyons que les tendances constituent un niveau très élevé de formation au niveau des entreprises. Il y a aussi un niveau très important de complémentarité avec des carrières un peu plus techniques comme la science, la génie, les mathématiques. Une importante traduction aux transformations vers les produits, les environnements numériques. Il y a une importance croissante de l'Internet comme source de commerce. Une relation saine avec les institutions, avec les chambres de commerce et avec les centres de recherche et académiques. Et dans cette mesure, nous avons des développements d'innovation raisonnables. Cette année, depuis l'année dernière, nous sommes concentrés sur un répertoire commercial et statistique des services créatifs numériques du Mexique. Nous avons commencé avec 5 États, donc les plus importants, la ville de Mexico, Nuevo León, Jalisco, Hidalgo et Yucatán. Ceci à un niveau pilote et ceci sera élargi à tout le pays. Que voulons-nous obtenir cette information statistique pour comprendre les transformations profondes qui ont lieu, mais aussi réellement, nous voulons pouvoir offrir, par exemple, dans le domaine de la collaboration, de l'échange et du développement, nous voulons pouvoir
proposer au Canada un répertoire de services créatifs mexicains provenant justement de ces entreprises émergentes et aussi des freelancers et des travailleurs indépendants. Qui change la cartographie de l'industrie créative au Mexique. On a transformé toute la chaîne des valeurs qui sont présentes dans les champs numériques, les nouvelles spécialisations aussi. C'est un projet en cours où nous avons collaboré avec Centro et nous espérons que cette année et l'année prochaine, cela pourra donner lieu au partage de répertoires professionnels pour pouvoir avoir une main-d'œuvre mexicaine. Voilà, et pour terminer, dans le domaine de l'investissement, de la réalité virtuelle et mixte, c'est une chose que nous avons travaillé depuis des années et nous voyons que c'est un champ émergent, croissant, toujours lié au design, aux jeux vidéo, non pas comme un champ autonome, mais par rapport à d'autres services, d'autres produits, mais sans aucun doute très sophistiqués et artistiquement avec des niveaux très sophistiqués de production. Sans plus Nathalie et Roberto, je pense que c'est ce que je vous partagerai et il va certainement y avoir des choses qui vont surgir après. Merci, un grand travail. Merci Mariana pour ton intervention. Maintenant, nous avons la présence de Gilberto Castro, cofondeur et directeur créatif à Intus Développement Interactif. Bienvenue Gilberto. Nous aimerions connaître ton intervention par rapport au développement créatif et comment on peut produire des expériences culturelles et commerciales qui utilisent la réalité augmentée, virtuelle et les expériences d'immersion. Merci de nous partager tes données et tes bonnes pratiques depuis ton expérience. Et sois le bienvenu. Merci Nathalie et merci à Centro pour ton invitation. Je suis content d'être ici. Je suis Gilberto Castro, je suis cofondeur de Intus Interactive Design. Nous nous occupons des installations interactives. Cela fait 12 ans que nous avons créé la compagnie et dans notre portfolio, nous avons travaillé pour différents clients comme Nike, Volkswagen, l'industrie automobile, pour Disney, pour Amazon. Et ceci dans les différents champs des technologies immersives et créatives, dans le multitouch, les réalités virtuelles, les réalités mixtes. Et maintenant, tout ce qui a tant de popularité en ce moment, les réalités augmentées. Je pense que tout commence avec la créativité. Nous pensons que l'innovation est essentielle dans ce domaine et il n'est pas nécessaire de toujours chercher de nouvelles technologies, de nouvelles manières d'exécuter les choses. C'est difficile de toujours être actualisé dans ce service. Moi, je voulais vous raconter notre histoire qui peut vous donner une référence par rapport au marché mexicain. Nous avons commencé il y a 12 ans avec des écrans multitouch de grand format, des écrans de plus de 2 mètres, des écrans interactifs et curieusement, nous avons commencé dans le développement du hardware. Nous faisions le développement de ces hardwares à travers des caméras d'infrarouge et nous avons vendu quelques unités. Midlever a été un de nos premiers clients, mais très rapidement, nous nous sommes rendus compte qu'en fait, le développement du hardware au Mexique n'était pas très développé
et qu'il y avait d'autres pays qui mettaient en place ces solutions de manière industrielle. Donc, là, ce que nous avons décidé, c'est de changer complètement de domaine et nous nous sommes consacrés exclusivement au contenu. Au lieu de travailler le hardware, on s'est dit, on va importer le hardware et on va exporter le contenu. Et donc, on développe du software et des applications multitouch. Nous avons fait des mappings importants dans la ville. Ensuite, nous avons commencé à intégrer la réalité virtuelle avec le grand boom. Oculus a commencé et ici Barra a intégré ces produits dans l'économie globale. Et je pense que, comme Mariana le disait, il me semble que dernièrement, c'est la dernière année, ces 2 dernières années, l'entreprise s'est consacrée davantage à exporter les services. Nous continuons à avoir des clients au Mexique, mais nous avons eu l'occasion d'exporter nos services à d'autres pays, surtout aux États-Unis. Et il me semble que c'est une bonne opportunité pour l'industrie canadienne de commencer à explorer ces champs au Mexique. Et cette expérience que tu m'as donnée, que nous a permis de voir quelles sont nos nécessités, nos opportunités. Et le premier point, je dirais que ce qui est important, c'est le contenu. Au Mexique, nous avons des grands créateurs, des grands designers, nous avons une industrie énorme par rapport à la créativité. Je pense que le talent, que nous avons un talent jeune. Les jeunes sont de plus en plus préparés et les jeunes apportent de plus en plus dans ce domaine et c'est peut-être là que se trouve un point clé pour le Mexique et pour la contribution du Mexique vers l'étranger, c'est-à-dire que nous pouvons exporter du contenu, de la programmation, du software. Voici ce que nous avons fait dans notre pratique. Au début, quand nous avons commencé, nous comptions avec les doigts de la main les entreprises qui donnaient ce genre de service. Il n'y en avait vraiment pas beaucoup. Et nous cherchions notre concurrence, qui faisait quoi. Mais maintenant, la croissance a été exponentielle, aussi bien l'offre que la demande. Et dans ce sens des bonnes pratiques, j'ai toujours cru que l'innovation était importante. Et cela a trait avec les pratiques créatives. Je pense qu'au Mexique, on est très créatif. Justement, au Mexique, on fait des intégrations de différents services. Et grosso modo, voilà quel serait mon commentaire. Merci beaucoup, Gil. Et pour fermer ce bloc, nous sommes accompagnés par Federico Isuane, fondateur de Beso et de Internet Advertising Bureau IAB Mexique. Et Federico va nous raconter des histoires de succès entrepreneurial. Sois le bienvenu, Federico. Bonjour, c'est un grand honneur d'être avec vous aujourd'hui. Merci à l'ambassade du Canada. Je suis très intéressée justement par la thématique de ce webinaire parce que nous vivons un moment unique, un moment qui a commencé par être un moment inattendu pour beaucoup, qui a créé un changement, qui a accéléré des changements dans l'industrie de la communication et bien évidemment au Mexique, ça n'a pas été l'exception. Mariana a donné beaucoup de données sur le marché du travail. La pandémie
a éliminé 30% des postes de travail de l'industrie de la communication au Mexique. Si on considère qu'en même temps, la pandémie a permis de voir que l'on peut engager des fournisseurs, du talent, non plus forcément dans la ville où on est, mais que ce n'est plus une utopie de pouvoir engager des personnes qui vivent dans d'autres pays, cela a ouvert des champs d'opportunités d'une manière jamais vue et de manière très accélérée dans le cas du Mexique vers les autres pays. Ce que je veux dire par là, c'est que là maintenant, c'est le meilleur moment pour que tout entrepreneur vivant à l'étranger, maintenant c'est le moment pour commencer à travailler, à engager des personnes au Mexique. Je vois maintenant une ouverture de beaucoup de clients et d'agences de communication qui veulent engager des services de communication dans d'autres pays. Et je sais que dans beaucoup de cas, ce sont des entreprises du Canada. Et pour la première fois, on voit beaucoup d'agences qui commencent à engager des services de production, de design ou de différentes capacités qui jusqu'à présent n'étaient vues que comme lointaines. Et maintenant, les agences mexicaines ont des opportunités qu'elles n'avaient jamais connues auparavant. Bien évidemment, on pourrait penser qu'à la fin de la pandémie, ceci pourrait prendre fin. Mais moi, je crois fermement que ce ne sera pas le cas. C'est vrai, peut-être que l'écosystème de la communication au Mexique pourra revenir parfois aux fournisseurs locaux. Cependant, la dynamique internationale de délocalisation a déjà commencé. Et pour la première fois, ça permet au Mexique et à toute la région, parce que souvent c'est centralisé sur le Mexique, mais ça concerne une région, on commence à comprendre que les fournisseurs sont des fournisseurs maintenant internationaux, mais ils peuvent fonctionner comme si c'était locaux. Et il y a de plus en plus de stratégies régionales latino-américaines qui sont installées au Mexique. Et donc, la porte d'accès à toute la région, c'est le Mexique. Maintenant, je commence à me rendre compte que beaucoup d'entreprises de virtual reality, etc., commencent à travailler avec des agences au Mexique. Et de même, beaucoup de clients commencent à accepter la possibilité de travailler avec des fournisseurs qui sont à l'extérieur sans aucun type de retard, parce qu'ils ont compris que c'était exactement la même chose de se voir sur Zoom, où qu'on soit dans n'importe quel pays, et en plus avec cet outil de traduction simultanée automatique, ce que je n'avais jamais vu jusqu'à aujourd'hui. Donc, ce que je veux dire aux personnes qui nous écoutent, c'est que là, maintenant, c'est le moment. C'est le moment de pouvoir travailler au Mexique aussi bien avec des clients qu'avec des fournisseurs. C'est un moment unique et voilà la réflexion que je voulais faire. C'est la seule chose que je voulais dire. Merci beaucoup. Et bien sûr, si vous avez besoin de plus d'informations à travers Centro, je peux vous donner d'autres informations et peut-être que vous pouvez vous permettre de connaître cet énorme répertoire de fournisseurs. Eh bien, pour le deuxième bloc, j'invite de nouveau Roberto pour partager des données sur les sous-secteurs les plus forts au Mexique. Je te cède la parole. Dans l'histoire des développements des interactifs, la partie la plus importante, ça a été les jeux vidéo. Cependant, dans le domaine des jeux vidéo, au niveau des activités et des contenus, c'est cela qui a créé le plus d'opportunités au niveau collaboratif. Pour partager la culture d'un pays exige que quelqu'un connaisse le pays et ait aussi contact avec l'étranger. Les jeux vidéo concernent un champ d'âge
très diverses. Ça va de 16 ans à 50, 55 ans. Chaque année a une tendance exponentielle de croissance. La Ibéro-Amérique, concrètement, au niveau des technologies immersives, est parmi les 22 pays qui font avancer l'utilisation de ces technologies. On a relié la réalité mixte et augmentée avec les loisirs. Cependant, cette croissance exponentielle de 15,6 trillions de dollars va au-delà des loisirs parce que la réalité virtuelle et la réalité augmentée maintenant commence à rentrer dans les industries médicales, la santé. Maintenant, la réalité augmentée concerne l'éducation, les services. Cela permet par exemple d'avoir un meilleur contrôle des patients. Donc, l'utilisation de ces technologies s'étend au-delà de ce qui était traditionnellement compris comme un loisir interactif ou de jeu vidéo. Pour le moment, on se concentre plus sur la réalité virtuelle. C'est une technologie qui a plus d'histoire, donc elle a été parce qu'elle a été adoptée plus tôt, mais la réalité augmentée, la réalité mixte, le fait de pouvoir positionner le corps et avoir des sensations au-delà de la vue, cela commence à nous donner d'autres opportunités de comprendre la réalité à travers les outils numériques. Ça parle d'une intégration culturelle, l'intégration d'une population qui a été laissée parfois de côté. Donc, la croissance qui est montrée ici dans ces diapositives est reliée au-delà du jeu et du loisir. Il y a toujours un potentiel ou peut-être de manière générale, la gamification et le design interactif et la compréhension culturelle de l'espace où l'on développe technologie, c'est cela qui va potentialiser leur usage et leur adoption. Il y a 3 facteurs qui nous parlent du développement ibéro-américain de l'industrie interactive. Il y a le retour annuel de l'investissement, qui est la liaison des possibilités de collaboration. Comme Federico le disait bien, quand j'ouvre les yeux et quand je vois que je peux avoir accès à une équipe multidisciplinaire, une équipe avec une plus grande portée, la croissance est indubitable. Les trends ou les stratégies, les orientations des efforts technologiques et conceptuels sont une autre des directrices qui donne lieu à une pensée collective. La pensée collective, c'est ce qui a fait avancer d'une certaine manière ces dernières années le développement non seulement pratique, mais conceptuel de l'utilisation de ces technologies. Et il existe à présent, comme Mariana le disait bien, il existe maintenant un intérêt de développer et d'explorer, de faire de la recherche conjointement entre institutions privées et publiques pour comprendre la dynamique d'interaction où nous immergeons. C'est très important parce que, comme vous allez les voir dans les cas à succès, les situations ont été très différentes. Par exemple, il y a des pièces comme celle de Raphaël Lozano-Hammer qui ont participé à une biennale et qui augmentent la compréhension de l'art et leur participation dans de nouvelles expériences. Eh bien, cela constitue un exemple de comment une personne peut faire avancer le marché interactif vers des marchés qui étaient fermés auparavant. Par exemple, une expérience personnelle.
Ces expériences personnelles peuvent être vécues en vrai dans les festivals. Ce qui est important parce que les technologies interactives et de réalité mixte, leur bonne attention, c'est de conserver la connexion humaine et d'amplifier la connexion humaine malgré la distance physique. Et nous avons aussi Massive Art ou une entreprise canadienne qui a fait connaître ce genre d'expérience, Digital Art. Et ici, vous avez un cas assez curieux de Trick Eye, qui est une manière de comprendre l'immersion d'un point de vue beaucoup plus analogique. Et, et on nous montre comment on numérise non seulement une technique ou une technologie, mais que c'est la lecture elle-même des personnes qui nous permet de nous introduire dans ces environnements. Van Gogh Alive est un espace à grande escale. Je pense que Gilberto pourrait nous parler de leur expérience avec des grandes échelles. Lorsque l'imagination est potentialisée vers de nouvelles possibilités, il y a des choses qui arrivent, comme par exemple Carne y Arena, où une personne comme Alejandro Iñárritu, qui est un réalisateur de cinéma, se permet de connaître de nouvelles manières de raconter des histoires. C'est là peut-être qu'on peut voir la plus grande croissance et l'adoption de ces technologies. Parce qu'au-delà d'avoir la portée en infrastructure, en dispositif, ce qui est important, c'est de chercher l'adoption de ces technologies et le bénéfice social, culturel que cette adoption peut avoir à l'intérieur des technologies. Les histoires de succès que nous avons concentrées touchent beaucoup des points les plus importants du travail multidisciplinaire qui maintenant est nécessaire pour la construction de connaissances, pour la connexion de produits et de services numériques. Donc, l'opportunité de collaboration plus forte va au-delà de la technique. C'est une collaboration culturelle et c'est la compréhension de la société qui peut être augmentée à travers les moyens numériques. Voilà ce que je pourrais vous dire. Super, buenísimo. Creo que ahora invitamos también a todos, a Mariana, Gilberto, a Federico. Eh bien, nous allons inviter maintenant tout le monde, Mariana, Gilberto, Federico, à allumer leur caméra. On va se rassembler. Donc, on va demander à tous les intervenants. Nous leur rappelons que vous pouvez poser des questions sur la section Q&A pour que l'on puisse partager des cas à succès ou que l'on puisse poser des questions. On a déjà des questions, on peut peut-être commencer. Eh bien, je vais commencer avec la première question, c'est pour Gilberto. Selon l'expérience d'Intus, un espace de créativité et technologie au Mexique, quel pourcentage annuel de projets est réalisé en collaboration internationale et quel projet peut être un exemple d'une collaboration en ce genre? Eh bien, merci. Je pense qu'aujourd'hui, ce serait à peu près 50%, 50%. Et je pourrais vous montrer un projet si vous le souhaitez ou partager mon écran. Donc, je vais partager ça avec vous rapidement. C'est un projet qui a été fait en collaboration avec l'Institut de la couleur Pantone, qui l'année dernière, 2020, a été avec cette couleur bleue sombre. Et l'installation a été faite à New York, dans le musée Arctic House, où il y a beaucoup d'artistes de grande échelle qui ont montré là leur travail. On a proposé une collaboration. Intus a participé. Bon, nous avons développé
tout le scénario, le contenu au Mexique. Nous avons produit tout le contenu et nous avons également fait l'installation du contenu. Ça a été aussi une collaboration technologique parce que l'Institut nous a expliqué comment ils voulaient présenter leurs couleurs. Donc ça, c'est un exemple assez intéressant de collaboration entre plusieurs entreprises de différents pays. Dans ce cas, le Mexique a développé du contenu. Et par exemple, là, il y a déjà le hardware et l'infrastructure pour pouvoir développer un projet de cette échelle. Merci. Avant de continuer, en espérant que les participants nous proposeront plus de questions, j'ai une question pour tout le monde. Quelles seraient vos recommandations, Mariana et Federico et Roberto? Quelles seraient vos recommandations et bonnes pratiques pour les entrepreneurs canadiens dans le secteur des moyens interactifs au Mexique? Qu'est-ce que vous recommandez? Est-ce que je peux commencer? Oui, s'il te plaît. Eh bien, parfait. La première chose, c'est un thème de confiance. Pas forcément une confiance dans le producteur, mais dans la méthodologie de travail à distance. Une bonne pratique que j'ai vue, c'est que les entreprises qui proposent des services donnent une espèce de test, de possibilité de test, ce qui ne dépense pas une dépense immédiatement. Je ne peux pas dire par là qu'il faut faire du travail gratuit, mais le fait de permettre aux clients de tester le service sans coût, je peux vous assurer que le marché mexicain est très loyal. Lorsque la confiance a été établie, quand tu proposes quelque chose à un entrepreneur au Mexique, si ce client vit l'expérience et trouve ça bien, je peux vous assurer que ce sera un client fidèle. Quelqu'un d'autre veut rajouter quelque chose? Moi, je dirais peut-être qu'il y a une prédisposition en faveur des entreprises, surtout des entreprises canadiennes. Ces entreprises ont gagné du prestige dans le continent et ça fait des années que les entreprises mexicaines se tournent vers les services. Ce serait bien si les Canadiens aussi se tournaient vers les Mexicains pour pouvoir faire cet échange plus fluidement des services qui vont dans un sens et dans l'autre et à l'envers. Ces 3 dernières années, nous voyons beaucoup d'entreprises au Québec qui établissent au Mexique des bureaux ou des représentations. C'est vraiment un terrain fécond. Maintenant, nous allons avoir le nouveau traité de libre-échange. Nous continuons à être syntonisés avec ce qui nous intéresse le plus. Je pense que c'est une relation gagnée à l'avance. Roberto, veux-tu ajouter quelque chose? Eh bien, peut-être dans cette même ligne de Marianne, moi, je vous recommanderais d'étudier les stimuli fiscaux pour les entreprises mexicaines. Au Mexique, nous avons des stimuli fiscaux qui considèrent les arts et le développement de software séparément. Mais en même temps, de manière alignée sur l'industrie créative, c'est étrange parce que je pense que l'économie créative est encore dans une zone où elle cherche son profil et son équilibre avec les industries technologiques. Mais tout d'un coup, on voit des soutiens apparaître comme ProSoft, où l'on dit par exemple, ce soutien est ouvert pour l'industrie créative, le développement de software, et le développement de software pour l'industrie créative est quelque chose d'assez divers. Et ce genre de soutien existe et ils sont peu utilisés parce qu'il n'y a pas de clarté concernant la portée du produit final. Donc, une possibilité de collaboration, c'est que l'on pourrait ensemble voir quelles sont les aides fiscales. Ça existe aussi au Canada. Au Canada, ça se centre plus sur le prix final et au Mexique, ça porte plutôt sur le fait de chercher un soutien pour que le produit puisse exister.
Ça peut être enrichissant parce qu'au Mexique, on peut avoir des aides fiscales au début des projets et de la part du Canada, on peut avoir des aides fiscales à la fin du parcours. Ça peut donner une opportunité d'avoir une ligne de croissance continue. Monique Hurto nous demande quel serait l'endroit le plus approprié pour avoir plus d'informations sur ces aides fiscales. Je pense que le mieux, ce sera de voir le rapport que nous sommes en train de préparer parce que ce sera partagé dans toutes les plateformes du gouvernement mexicain. Tout ce qui a trait aux aides de l'État ou de l'État fédéral ou des États fédérés. Et Marcos demande si les aides fiscales sont les aides de EFICINE. Oui, fait partie des EFICINE et FIARTES. L'avantage, c'est que ça s'étend de plus en plus et ça inclut des possibilités créatives au-delà des aspects traditionnels audiovisuels et de jeux vidéo. Donc, l'avantage que nous avons eu, c'est que de la part des autorités mexicaines, il y a toujours eu cette ouverture pour considérer des pratiques de bonnes pratiques dans l'expérience et dans l'interaction. Parfait. Avant de passer aux dernières questions et pour donner un peu plus de temps à notre audience, pour lui donner la possibilité de poser plus de questions, je ne sais pas s'il y a des histoires de succès, de collaboration entre la France, entre le Canada et le Mexique dans ce domaine. Eh bien, Roberto en a déjà parlé, mais il y a un festival au Canada qui a commencé au Canada et justement quand cela a été exporté au Mexique, c'est à ce moment-là qu'ils ont commencé à exporter ça dans beaucoup d'autres pays. Le Mexique a été la première expérience d'exportation et ça a été un succès. D'ailleurs, il y a plus de gens dans les festivals au Mexique. Bon, pas maintenant en temps de pandémie, mais il y en avait plus dans les festivals au Mexique. Il y avait plus de gens qui allaient à ce festival au Mexique qu'au Canada. Et ça, c'est intéressant. Tu parlais aussi de Lozano Gema. Oui. Oui, moi, tu parlais de Max Savard. Oui, moi, j'ai travaillé avec eux et comme on disait avec Federico, c'est le moment. Et surtout dans cette industrie spécifique et en ce moment spécifique. Et pour parler davantage des aides fiscales, bon, il y a des aides pour la science, pour les génies, mais ils sont accessibles à travers la pensée créative. Parce que en réalité, l'accès au third brainstorming scientifique maintenant a une composante de visualisation qui est très liée à l'industrie créative et qui permet d'établir plus de lignes de collaboration entre les nationaux, les internationaux, l'expérience et la sensibilité que peuvent avoir les scientifiques vers les chiffres. Donc, les aides fiscales. Donc, ne vous laissez pas influencer par ce fait que ça s'appelle aide pour l'art ou aide pour la science, parce qu'en fait, il y a une collaboration qui est encore incomplète, mais qui existe et qui peut être utile. Donc, je ne sais pas si quelqu'un veut commenter quelque chose de plus. Par exemple, quelqu'un pose la question comment créer une synergie entre les différents projets et on va vous donner à la fin tous les contacts pour que vous puissiez avoir une interaction avec vous tous. Je ne sais pas s'il y a plus de questions ou si l'un de vous veut rajouter quelque chose avant qu'on ferme cette grande session. Dans mon cas, encore une fois, je sais que ça peut sembler réitératif. Je pense que cette conférence a lieu dans un moment particulièrement important. Bien sûr, après, les choses peuvent changer, mais en ce moment, nous vivons un moment unique d'interaction entre les deux marchés. Le Canada et le Mexique ont toujours eu beaucoup de choses à partager.
mais la conjoncture de la pandémie a accéléré ces changements et donc ceux qui misent sur ce moment particulier va avoir des fruits excellents. Apareció una pregunta más. Estamos justo con 2 minutos. Nous avons une autre question, nous avons encore 2 minutes. Marcos Millón es artista visual y tiene un proyecto de arte en realidad virtual. Marcos Millón veut savoir où il peut trouver des... Marcos Millón est un artiste visuel et a un projet de réalité virtuelle. Où est-ce que je peux trouver des fournisseurs qui m'aident à résoudre la phase technologique? Écoute, moi, je peux t'aider à savoir quel type d'entreprise peut t'aider à résoudre ce problème. Si tu veux me contacter plus tard, eh bien, parfait. Je pense que nous arrivons à la fin de cette grande conversation. Ça a été beaucoup d'informations, beaucoup de données, beaucoup d'émotions pour toutes les opportunités qui peuvent avoir lieu. Merci à tous les personnes qui ont participé à ce troisième webinaire. C'est un cycle qui va durer jusqu'à fin mai et ces espaces de conversation vont aider les entrepreneurs canadiens à continuer à connaître l'industrie créative et les relations et possibilités de commerce qui peuvent avoir lieu entre le Mexique et le Canada. Donc, continuez à suivre ces webinaires sur les opportunités d'affaires au niveau binational. Merci encore une fois à vous tous et au revoir. À travers son ambassade au Mexique, le Canada a choisi le centre. Nous cherchons pour les principaux acteurs dans le graphisme, dans la conception industrielle, la conception éditoriale, la conception textile et la mode, les médias interactifs, les médias audiovisuels, les arts de la scène. Nous voulons promouvoir des synergies et explorer les opportunités d'investissement pour les Canadiens. Le projet sera coordonné par Centros,